Vidéo d'utilité publique aujourd'hui, je pense pas, je comprends pas pourquoi j'ai besoin de me dire qu'il faut que je fasse ce genre de vidéo, mais il faut quand même que je les fasse. Ce matin, c'était la lecture de la newsletter de Marc Fiorentino qui m'a inspiré ce qui va suivre. Parce que il a une section, la newsletter de Marc Fiorentino, c'est pas mal. C'est un espèce de tour d'horizon un petit peu honnête de l'actualité française et un petit peu internationale vue par quelqu'un qui s'intéresse à l'économie. Donc il ne faut pas suivre ses conseils en investissement, ni les miens, ni ceux de personne, bien sûr. Mais par contre, pour ce qui est de savoir ce qui se dit, en gros, le thème de la journée, plus ou moins, depuis la France, la situation sociale française jusqu'à la situation économique et géopolitique internationale. Généralement, c'est un tour d'horizon, c'est un bon point de départ. Et il a une petite section qu'il appelle « On s'en fout », point d'interrogation, et dans laquelle il y a tout ce qu'il n'a pas pu rentrer dans le reste de sa newsletter. Et là, il abordait l'article du jour, qui était un article des Échos, qui disait quand les finfluenceurs font prendre des risques aux jeunes boursicoteurs. Alors, je me suis fendu de la lecture de l'article. Je t'avoue que je lis pas trop la presse française généralement, mais là, comme c'était mis en exergue et que c'est des trucs qui m'intéressent, je me suis dit pourquoi pas. J'ai été tellement choqué par l'article que je me suis dit que j'allais quand même en faire une vidéo. Et donc là, voilà. C'est une vidéo qui part d'un constat plutôt sain, qui est que l'AMF s'alarme de ce que tu as 4% des Français qui s'informent via les communautés de finfluenceurs sur les réseaux sociaux, notamment sur X, ils disent, sur Instagram. Et ils précisent que 41% de ces influencés ont entre 18 et 24 ans. Donc déjà ça met tout de suite la puce à l'oreille, parce que il y a immédiatement le warning t'es jeune donc t'es bête qui s'installe et qui va être confirmé par la suite de l'article, parce que jeune et pas de cervelle, c'est quelque chose qui a tendance, surtout dans le lecteur moyen des Échos, qui va plutôt être le père du jeune en question que le jeune en question, dans la plupart des cas. Ça va allumer ce genre de red light. Et donc lui, il va lire ça avec attention, parce qu'il va pouvoir éventuellement opposer des choses à son fils, qui lui-même lui dit que ces investissements, c'est pas forcément une bonne idée, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc dans l'article, j'entends parler de gens que je connais absolument pas, qui sont Rachel Finance, Marc Blatta, Julien Tanti, jamais entendu parler. Manifestement, ils ont des millions d'abonnés sur Instagram avant de se faire sucrer leur compte. Mais on entendra parler de personne d'autre. Et donc ce sont eux, les finfluenceurs dangereux, et qui donc sont des gourous pour jeunes. Donc jeunes égale Robin Hood, égale jeu vidéo, parce que Robin Hood c'est comme un jeu vidéo. Ils sont à Dubaï parce qu'ils payent pas d'impôts et parce que c'est des influenceurs qui roulent dans des Lamborghini loués parce qu'ils veulent influencer des jeunes qui savent rien. Dedans, t'en as qui sont issus de la télé-réalité. Donc télé-réalité, jeune Robin Hood, Dubaï. Donc forcément ils font des arnaques. Forcément ils font du copy trading. Et puis ils font du day trading. Toutes ces choses dont tu entends parler et que tu pourras renvoyer avec la recommandation de l'AMF à ton enfant s'il a le malheur de te dire que ton fonds euro c'est pas le placement idéal. Donc ils font une mise en garde. Sur le fond, relayer que l'AMF a fait une mise en garde sur les finfluenceurs, ça c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Heureusement qu'elle le fait, et évidemment que c'est dramatique, et évidemment qu'il y a des escroqueries. C'est pas la question. Mais la question c'est que ce genre d'article, tu le vois mis en avant, mais je vois jamais un article mis en avant sur à quel point en fait X pourcentage de Français a pris une bonne décision et s'est mis sur des investissements qui rapportent 7, 8, 9% de manière safe sur le long terme, parce qu'ils ont compris qu'un investissement c'était sur le long terme, qu'il fallait être constant, qu'il fallait pas trop regarder son compte, enfin des conseils pour le coup qui devraient être des conseils de bon père de famille mais qui ne le sont pas. Et il t'explique pas ce que c'est par exemple que le copy trading, tu vois. Ça pourrait être intéressant d'expliquer ce que c'est que le copy trading. Pourquoi le copy trading c'est souvent quelqu'un qui a pris le meilleur de ses 10 portefeuilles et qui en fait le portefeuille gagnant que tout le monde doit suivre sans t'expliquer qu'en fait t'en as 9 qui ont chuté.
Ça peut être intéressant d'expliquer que le track record des traders que l'on copie est trop court pour pouvoir être suivi comme étant quelque chose de pérenne, parce que les gains passés ne présagent pas des gains futurs. Ça peut être pertinent d'expliquer qu'ils utilisent du levier et que c'est ça qui crée leur performance et que le levier c'est dangereux. Ça peut être pertinent de dire que le problème du copy trading, c'est que tu vas avoir un retard d'exécution par rapport à ce que tu copies quand tu fais du copy trading. Ça peut être pertinent d'aider à comprendre en fait, mais que a priori tu devrais déjà te méfier du copy trading parce que si le trader en question est bon, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui le copie. Mais ils expliquent pas ça, tu vois. Donc il faut regarder le prix, la volatilité, les communications officielles. Ça, c'est ce qu'ils disent qu'il faut faire. Par opposition à ce que font tous les jeunes qui vont sur Robinhood, qui est un jeu vidéo, etc. C'est ils ne regardent pas les prix, ils ne regardent pas la volatilité et ils ne regardent pas les communications officielles. Alors ça aussi, je trouve que c'est, si tu veux, dans la mesure où c'est le seul indice qui est donné pour faire un investissement qui soit pérenne, c'est complètement à côté de la plaque. À quel moment, ça, c'est ce qu'il faut faire pour comprendre ce que fait une entreprise et le bien fondé d'acheter une entreprise. Il y a des sujets précis auxquels il faut s'intéresser quand tu t'intéresses à une boîte. Tu as la marge brute, le free cash flow, le free cash flow opérationnel, le ROIC, le PER. Il y a beaucoup de la dette, le bénéfice par action, l'évolution du bénéfice par action. Enfin, c'est des choses qui peuvent être expliquées, c'est des choses qui se disent, c'est pas interdit. Mais ça veut dire quelque chose. Le 10Q, le 13F, savoir ce que font les investisseurs d'une manière générale, c'est des choses qui existent. Ça prend pas plus longtemps de parler de quelque chose qui va effectivement aider les gens à s'orienter vers les bonnes questions, que de dire que ce qu'il faut regarder, c'est les prix, la volatilité et les communications officielles. Ça veut rien dire. Donc, encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement. Ce n'est pas ma place. Je ne suis pas du tout un professionnel de la chose, ni ne compte l'être, mais ça n'empêche pas d'être choqué en tant qu'honnête homme par certaines choses qu'on peut lire en plus dans le média qui est quand même supposé être un des médias les plus sérieux sur l'économie en France, les Échos quand même. Mais donc d'ailleurs ça me fait penser que je regardais une interview de Musk par une journaliste de The Economist et une interview fleuve qui était assez intéressante, mais au bout d'une heure et quelques, Musk était un peu agacé parce qu'elle était plus ou moins en train d'insinuer qu'il était d'extrême droite parce qu'il avait des idées arrêtées sur notamment la politique migratoire au Royaume-Uni, et elle lui disait mais t'as conscience que beaucoup de gens te détestent, etc. Et lui, il lui répondait, mais est-ce que toi, t'as conscience que beaucoup de gens te détestent, que les opinions favorables des médias, c'est genre 15% de la population, que le reste de la population vous déteste vous, en fait, pas moi. Et donc le débat en est resté là, mais c'était plutôt marrant de voir ça sur une grande audience. Et donc voilà pour les Échos. Je pense que c'est quand même à prendre des pincettes et si tu veux te libérer financièrement ce genre de publication. Il y a d'autres choses à regarder. Et voilà, et c'est évidemment l'autre truc de l'article, c'est que ça balaye les influenceurs comme si c'était tout le monde, ces gens-là, dont moi j'ai jamais entendu parler, mais ça va pas te parler d'un Xavier Delmas, je sais pas moi, de Crésus même si Crésus c'est un peu dangereux, j'en sais rien, t'en as plein, mais même Mathieu Louvet, même le mec de Finari, et ça c'est vraiment le b.a.-ba, tu vois, c'est des trucs que tu regardes plus parce qu'au bout de la 250e fois où tu as compris que un rendement normal c'est 8 ou 9% placé sur un ETF monde, blablabla, sur 20 ans, tu passes à autre chose, mais
Mais c'est la base, et la base, elle est même pas donnée parce que c'est pas dans leur intérêt, quoi. Voilà, c'est ça, le fond, c'est que c'est pas dans leur intérêt. Les échos, c'est pas dans leur intérêt de t'expliquer comment on fait, en fait, pour investir pour de vrai. Et ils ont des produits à vendre. Et ne serait-ce que la lecture des échos, que tu arrêterais si tu savais ce qu'il faut vraiment faire. Et ça me fait penser d'ailleurs à mon père, que j'ai mis des années à convaincre de lâcher son conseiller financier, qui lui rapportait rien, voire qui lui faisait perdre de la thune sur des périodes où les marchés ont été multipliés par 2, par 3, enfin, c'était hallucinant, quoi. Donc j'ai, par miracle, réussi à le convaincre d'investir sur différents supports, mais j'ai vite compris qu'il fallait faire attention, donc je l'ai mis plutôt sur du Berkshire, qui était plus safe, et qui moi me prenait moins la tête, parce que je peux pas expliquer à mon père, par exemple, que je vais acheter une action sous-évaluée, qu'elle va rester sous-évaluée pendant 3 ans. Sur le papier, c'est possible, mais en fait, au bout de 2 mois, il dit, mais attends, je comprends pas, le CAC 40, il a pris 3% et ton action, elle a fait moins 5%. Donc elle a beau avoir repris 40% depuis, tu peux pas vivre ces moments-là, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai fait un deal avec lui, j'ai dit, écoute, on met tout sur Berkshire, a priori, ça va bien se passer parce que c'est sous-coté par rapport au marché. Ils ont 400 milliards de cash, donc si ça crache, ça va moins se planter que le reste. Et comme on est plus dans la protection du patrimoine, c'est un peu plus safe à mon sens que le SP500. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas ce que je fais pour moi, mais en tout cas, mon père est très content d'avoir pris cette option pour l'instant. Changera peut-être demain, il n'y a aucun problème. Encore une fois, chacun va faire ses propres recherches. Enfin, la réalité, c'est quand même que tu as 42% des ménages qui sont français qui sont en fonds euros, tu as 1430 milliards sur les fonds euros. Les fonds euros, ça rapporte en 2025 quelque chose comme 2,6%. L'inflation officielle, elle doit être à 2,20. Là-dessus, tu dois quand même payer, si ton assurance vie a plus de 8 ans, 17,2%, donc mettons 20%. Donc en fait, ça veut dire que ton fonds euro te rapporte absolument rien. Zéro. C'est-à-dire tes 0,5% que ça te rapporte après l'inflation sont mangés par les impôts. Donc en fait, ça te rapporte rien. Et ça, on te le dit pas par définition, parce que je pense quand même, sinon, que si les gens comprenaient ça, toi, tu peux pas expliquer ça à tes parents si ton père a décidé que t'étais un con parce que t'es sur Robinhood et que t'écoutes des influenceurs. Mais c'est néanmoins la réalité, tu vois. Donc voilà. Encore une fois, je pense que cette vidéo est d'intérêt public, donc si tu peux mettre un like, si tu peux t'abonner si ça t'intéresse et tu veux en voir d'autres, j'apprécie beaucoup. Et parce que là, je dois être à 19 abonnés. Donc voilà, faisons grossir cette chaîne. Et en tout cas, j'espère que ça t'a intéressé. Je te dis à la prochaine. Ciao.